Ça me révolte vraiment de savoir les effets sur notre santé et surtout la santé des plus jeunes de ces toxiques environnementaux. Lui, c'est Yves Copiters, épidémiologiste, ministre de la Santé et de l'Environnement. Et ça, c'est moi, Carmen Delauneux, citoyenne engagée et collaboratrice du mouvement. Bienvenue dans l'Actu Engagé. Aujourd'hui, on évoque la crise des PFAS avec Yves Copiters. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps avec nous de discuter autour des PFAS et pour refaire un peu le point sur la situation. Donc tout d'abord, les PFAS c'est quoi? Pour revenir vraiment à l'origine, les PFAS c'est quoi? On les retrouve dans quoi? Quels sont les effets aussi sur la santé à court, moyen et long terme? Alors, ce sont des polluants éternels, donc ce sont des perturbateurs endocriniens qu'on a en fait, qui sont produits par l'homme, donc ce n'est pas d'origine naturelle, qu'on a produit dans l'industrie dans les années 60, donc c'est déjà vu, hein, et qu'on utilise pour les qualités par rapport à le fait que ce soit imperméable, par rapport au fait que ça a des procédés anti-adhésion par rapport aux graisses, les poils, hein, il y a des PFAS dans les poils, on le retrouve aussi comme imperméable sur les vêtements, on le retrouve dans les pesticides aussi, on le retrouve aussi dans la chaîne alimentaire. Donc en fait, ce sont des polluants éternels qui s'accumulent dans l'organisme, comme beaucoup de polluants malheureusement, parce qu'en fait, notre capacité de les éliminer est très faible. Leur demi-vie, ce qu'on appelle leur temps pour que la moitié de la dose s'élimine de votre organisme, ça va, je pense, pour certains PFAS, entre 3 et 8-10 ans. Donc ça s'accumule dans l'organisme et c'est bien sûr l'accumulation de toxiques environnementaux, dont les PFAS, dans le foie en l'occurrence, puisque c'est un organe qui prend cette accumulation de toxines, entraîne potentiellement des risques sur la santé, pas à court terme, il n'y a pas de risque d'intoxication aiguë, mais il y a des risques peut-être à moyen terme ou à long terme en fonction, je dirais, de votre état immunitaire ou bien sûr de risque potentiellement de développer des cancers. Et du coup, on les emmagasine comment? En cuisinant, en lavant nos vêtements? Voilà, donc il y a plusieurs sources d'introduction dans l'organisme. La source principale, c'est l'alimentation. C'est ce que vous mangez, parce que malheureusement, à travers les pesticides ou à travers d'autres, je dirais, procédés, agricoles, nos sols sont engorgés de PFAS, et donc fatalement, ça remonte au niveau de la chaîne alimentaire. L'autre grande source, c'est l'eau de consommation. Puisque vous savez qu'il y a eu donc déjà depuis un an toute une réflexion en région wallonne par rapport au taux de PFAS dans l'eau de distribution. On a pris des mesures, je dirais, très importantes pour limiter, et on a normé les choses actuellement, et donc sur l'ensemble du territoire wallon, donc on arrive à des doses en dessous de 100 nanogrammes par litre, qui sont les doses qu'il fallait absolument atteindre. Et donc cette eau de distribution donc, est aussi potentiellement, je dirais, polluée par... De nouveau, qu'est-ce qui pollue un captage? C'est les pesticides peut-être, mais on a des suspicions par rapport aux mousses d'incendie, parce qu'on voit qu'il y a des pollutions en PFAS par rapport à des zones proches des bases militaires. Donc on a utilisé des mousses d'incendie, malheureusement, qui étaient riches en PFAS. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est la deuxième possibilité d'intoxication. Et la troisième chose, c'est l'inhalation. C'est qu'on peut aussi respirer une air qui contient des PFAS. Alors là, on est beaucoup moins à l'aise dans les connaissances scientifiques parce qu'on n'arrive pas à doser ce taux de PFAS dans l'air, mais on sait que dans les rejets industriels de certaines entreprises, la métallurgie ou d'autres entreprises, il y a des PFAS. Qu'est-ce qu'on doit faire médicalement une fois qu'on a vu qu'on était intoxiqué? Est-ce que c'est réversible ou pas? Irréversible. Est-ce que c'est réversible ou irréversible? Alors, donc, en fait, il faut faire une prise de sang. Dans votre prise de sang, vous dosez les PFAS. Alors, on dose, je pense, entre 20 et 22 PFAS dans votre sang. Il y a des PFAS qui sont bien, il y a 4 qui sont très connus comme être plus toxiques, et puis on dose aussi les autres. Et donc, vous avez un taux de PFAS sanguin, mais si vous allez chez votre médecin, il va vous dire, moi je ne sais pas très bien quoi faire de cette mesure, parce qu'en fait, il n'y a pas de mesure, je dirais, cible définie dans la littérature scientifique. Okay. Et donc nous, au niveau de la région wallonne, on est soutenu par un conseil scientifique indépendant qui nous a défini les normes en disant, voilà, les gens pour lesquels on fait une prise de sang dans le cadre du biomonitoring, s'ils sont en dessous de 2 microgrammes par litre, ils ne sont pas à risque. Oui. S'ils sont entre 2 et 20, ils sont potentiellement à risque, mais ils n'ont pas encore franchi le seuil, je dirais, à haut risque. Et s'ils sont au-dessus de 20, alors ils sont à haut risque. Il faut alors un suivi médical. Okay. Donc, les personnes qui sont au-dessus de 20, en effet, dans leur prise de sang, on leur conseille d'aller voir donc, leur médecin généraliste. Et le médecin généraliste a un protocole. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on risque
Donc c'est toujours la probabilité, hein, comme en médecine et en santé publique, et votre probabilité n'est pas due qu'au PFAS, il est dû à l'ensemble des facteurs de risque que vous accumulez, environnementaux, comportementaux, etc. Mais donc chez ceux qui ont des taux élevés de PFAS, ils ont un facteur de risque majeur, et donc il leur faut un suivi médical à moyen et long terme. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le suivi médical? On va faire des prises de sang de contrôle pour contrôler la thyroïde essentiellement, hein, la fonction thyroïdienne. On va voir si le cholestérol, parce qu'en fait les PFAS modifient, je dirais, votre taux de cholestérol. Même chose pour le sucre dans le cadre du diabète. Donc on va faire toute une série de suivis sanguins, comme vous faites une prise de sang tous les ans pour voir où est-ce que vous en êtes. On va le faire. Et puis alors on va détecter toute une série de pathologies de type immunitaire aussi, potentiellement, puisqu'on sait que les PFAS modifient l'effet des vaccins, par exemple. Donc joue sur l'immunité, par exemple, des vaccins. Et alors on va dépister les cancers. Les cancers du sein chez la femme à partir de 40 ans. Donc, vous savez que dans le programme classique, on dépiste les femmes pour les cancers du sein à partir de 50 ans. Donc, ça, c'est le programme Biomammotest. Ici, on propose à ces femmes un peu plus tôt, donc de démarrer 10 ans plus tôt. Et puis, chez les garçons, on va dépister le cancer des testicules, mais aussi, donc, on va aller chercher des risques de cancer dans les organes qui accumulent les PFAS. Donc, le foie, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, par exemple, les reins. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est un suivi alors qui s'inscrit dans le temps, comme vous faites d'autres types de dépistage tout au long de votre vie. C'est ça, tout au long de la vie. Donc vraiment, une personne maintenant contaminée devra se faire tester chaque année. Oui, mais alors le message vraiment à comprendre, c'est que ce n'est pas non plus une fatalité, hein, cette contamination. Alors c'est vrai qu'il y a une accumulation dans les organes et que l'élimination, on a bien compris, est très lente. Ça prend des années. Mais si vous prenez du temps à éliminer, il faut absolument que vous ne soyez plus soumis à des nouvelles sources. Donc c'est ça aussi, c'est une réflexion individuelle en disant « Ah oui, moi j'ai déjà beaucoup de PFAS, donc je dois vraiment faire attention par rapport à ces polluants éternels, ces perturbateurs endocriniens qui ne sont pas que les PFAS, hein, il y en a d'autres, on est bien d'accord. Je dois vraiment essayer de limiter, je dirais, cette intoxication par l'alimentation, par l'eau, etc. dans ma vie tous Il y a un site quelque part, par exemple, avec des guidelines pour ces personnes-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est être sûr que sa consommation en eau n'est pas une consommation, je dirais, dans laquelle les taux de PFAS sont trop élevés. Pour ça, en région wallonne, on peut être rassuré. Hein. On a donc une norme de 100 nanogrammes par litre pour les 20 PFAS qu'on ne peut pas dépasser dans l'eau de distribution en région wallonne. Et il y a une cartographie que vous pouvez voir sur Internet qui met à jour ces données. Et donc, on est bien en dessous, sauf dans certains captages où on est bien sûr en dessous des 100, mais on est toujours autour des 70-80. Donc, c'est un peu trop élevé. Et donc, ça, on n'arrive pas à diminuer, je dirais, cette concentration. Mais on est bien en dessous des normes européennes recommandées et en dessous de la norme wallonne. Donc, ça, c'est une chose. Donc, deuxième chose, c'est l'alimentation. Je pense qu'il faut favoriser des circuits courts, peut-être une alimentation plus bio, dans lequel on est sûr que, je dirais les modes de production n'ont pas, je dirais, utilisé des produits plus à risque comme les pesticides. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est facile, mais je ne sais pas passer ma vie dans mes circuits courts. Non, mais l'idée peut-être, c'est d'alterner les choses, c'est-à-dire que de ne pas que consommer sur base d'un endroit où vous faites vos courses, peut-être varier les sources. C'est ça que je dis quand je vais à Nandrin ou dans ces zones plus arides, varier les sources, je dirais, de vos aliments, parce que c'est cette variété qui va faire en sorte que, fatalement, vous serez moins soumis à des forts taux de PFAS. Je vais revenir sur ce qui a fait l'actualité, donc la crise qu'on vient de vivre au niveau des PFAS. Comment fonctionne le biomonitoring? Est-ce que via les nouveaux biomonitoring, les familles vont aussi pouvoir être toutes testées? Alors, le biomonitoring, c'est l'idée pour l'administration de faire une photographie dans des populations plus à risque, hein, dans lesquelles donc, les taux de PFAS dans l'eau de distribution est élevé, pour voir quelles sont les conséquences sur leur santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose à une population volontaire de venir faire une prise de sang. Et on leur soumet aussi un petit questionnaire en parallèle sur leurs habitudes alimentaires, leur consommation, etc. Et donc, sur base de leur prise de sang, donc, on a comme ça, sur une population de quelques centaines d'habitants, on a un échantillonnage. Et de cet échantillonnage, on peut dire que, ah ben voilà, dans telle commune, le risque pour la population globale, il est d'autant parce que sur ces 100 ou 200 personnes volontaires, voilà ce qu'on est arrivé comme moyenne ou comme médiane de ce dosage sanguin. Donc ça, c'est bien une vision scientifique, épidémiologique, plutôt de recherche. Le biomonitoring n'est pas un dépistage individuel, c'est-à-dire que
ici, dans le biomonitoring, on a donné l'information aussi à chaque individu en disant « Ah voilà, dans l'échantillon, vous êtes venu vous faire doser, mais voilà, on vous donne quand même le résultat individuel. Oh. » Et ça, on n'est pas habitué en recherche parce qu'on ne fait pas ça. On fait des échantillons de population et puis on transpose les résultats à une population plus générale. Mais ici, on a utilisé ces résultats, je dirais, dans une vision scientifique pour donner une information individuelle. Et ça, c'est ça qui a mis un peu la confusion auprès de la population. Okay. Et donc, les gens ont reçu leur dosage sanguin et puis ils ont dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis à 20, 30, 40, 50, 60, qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc, bien sûr, c'est là que s'ensuit le suivi médical. Ce que je veux dire, c'est que ce biomonitoring, il nous a donné une information à un moment donné, il ne faut plus le refaire. Oui, on pourrait le refaire dans 5 ans et dans 10 ans. Okay. Ça, c'est intéressant. Et c'est une information de population. Maintenant, ce qu'il faut passer, c'est un dépistage individuel. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le dépistage individuel, c'est comme toujours, vous allez chez votre médecin traitant et vous dites à votre médecin, je voudrais savoir mon taux de PFAS sanguin. Et donc, le médecin vous donne des explications sur cette problématique des PFAS, si c'est pertinent ou pas de le faire. Il vous fait la prise de sang, il vous donne un résultat, mais il ne vous donne pas qu'un résultat. Il vous accompagne autour de ces résultats, comme il le ferait pour tous les autres problèmes de santé. Et là, on est dans une démarche individuelle et c'est le dépistage. Et donc, une fois que maintenant, on a finalisé le biomonitoring et c'est en cours, hein, puisqu'on est en train de refaire des prises de sang suite à un petit problème d'évaluation, de sous-évaluation des prises de sang. On va dire à la population qu'on va lancer un dépistage. Et là, ce sera bien sûr individuellement, chacun ira chez son médecin traitant, etc., faire ce dépistage. Et la région wallonne prendra financièrement en charge les parties qui ne seront pas couvertes alors par les mutuelles. C'était ma prochaine question. Qui va payer? C'est la région wallonne. Alors, qui va payer? C'est la région wallonne. Pour ce qui n'est pas couvert, oui. On est bien d'accord, hein, on ne va pas payer pour payer, mais par exemple l'épifas, doser un PFAS dans le sang, l'épifas, ça coûte en fonction des laboratoires entre 120 et 200 euros. Okay. Donc c'est cher. Oui. La sécurité sociale ne prend pas en charge. Ça, ce sera de la responsabilité de la région wallonne. Une femme qui doit faire une mammographie à partir de 40 ans, et pour lequel, je dirais, peut-être la sécurité sociale ne voudrait pas rembourser parce que, je ne sais pas, le médecin n'a pas bien justifié ça, ce sera de la responsabilité de la région wallonne. Okay. D'accord, merci. Maintenant, on refait un biomonitoring parce qu'il y a eu un problème avec le précédent et puis on lance les tests, les dépistages individuels, mais ça, c'est chacun qui va chez son médecin ou c'est organisé aussi par la région wallonne? Alors, donc, on a terminé donc, la semaine passée les réunions d'information dans les zones dans lesquelles il y a le biomonitoring. Et donc, on leur a expliqué que malheureusement, il y a eu une sous-évaluation systématique des résultats des prises de sang qui leur ont été transmises en juin dernier. Donc, une personne qui a, je ne sais pas moi, 2 ou 3 microgrammes par litre, ce n'est pas grave, parce que même si c'est sous-évalué, ça restera toujours très faible. Mais une personne qui est autour de 18 ou 15, 16, 17, alors que le seuil c'est 20, il ne faut pas dépasser 20, là c'est très embêtant, parce que si on refait la prise de sang et qu'on sait qu'il y a une sous-évaluation, elle va passer au-dessus du 20, c'est le seuil qui nécessite ce suivi médical. Et donc c'est ça ce qu'on est en train de refaire, et je pense que d'ici 1 mois ou 2, chacun qui veut refaire sa prise de sang aura, je dirais, des résultats qui seront plus, je dirais, proches de la réalité, avec un suivi médical par la suite. Et puis après, une fois que cette phase-là sera finie, on va dire, OK, maintenant on passe au temps du dépistage. Donc celles et ceux qui n'ont pas encore eu leur prise de sang peuvent y aller, mais ce n'est pas la région qui organise, c'est intégré dans le système de soins de santé. Vous allez chez votre médecin, mais ce que la sécurité sociale ne couvre pas en termes de financement, la région wallonne prendra en charge. Ok, parfait, merci, c'est très très clair. Et du coup, pour les personnes qui sont entre 2 et 20, il y a un suivi, une attention particulière qu'elles doivent apporter à leur alimentation aussi ou Comme tout le monde, même si vous êtes en dessous de 2, franchement, ça, on ne se rend pas compte de la portée de ces polluants environnementaux et qui sont pas, c'est pas que les PFAS, parce qu'il y a beaucoup de polluants qu'on ne mesure pas encore et qu'on petit à petit, on va se rendre compte aussi de leur présence dans notre environnement. Mais donc oui, il faut limiter l'exposition. Alors c'est vrai que si vous êtes entre 2 et 20, fatalement, vous consommez des aliments riches en PFAS.
particulier, et donc fatalement, vous serez plus à risque de développer des maladies à moyen et long terme. Donc il faut limiter son exposition, surtout si on a des taux de départ élevés. Ça, c'est très important, et ça passe par l'alimentation, ça passe par l'eau, mais je vous rassure que l'eau de distribution maintenant en Belgique, elle est tout à fait rassurante, mais ça passe aussi par, c'est aussi nos cosmétiques, hein. On trouve aussi les PFAS dans les cosmétiques, on les trouve dans nos produits de nettoyage de votre maison. Donc voilà, il faut aussi peut-être regarder un peu les étiquettes de tout ce qu'on consomme et se rendre compte qu'il y a d'autres aussi façons de s'intoxiquer au PFAS. Et maintenant, ça c'est un peu pour la situation jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'on évite une crise comme on a connu à l'avenir ? Alors ça, c'est tous les enjeux environnementaux qui sont énormes, qui ne dépendent pas que d'un niveau comme une région qui est la région wallonne, puisque c'est plutôt, là je dirais que c'est macro, c'est quel est le choix de notre société par rapport à ce qu'on utilise comme produit, et comme produits chimiques en particulier. Quel est le choix par rapport à l'agriculture, parce qu'on sait très bien que si on interdit les pesticides demain, ça va être une catastrophe pour les agriculteurs, parce qu'on ne va pas s'en sortir et que ça ne va pas assurer une production suffisante et de qualité. Donc qu'est-ce qu'on veut en termes de développement économique versus de la santé publique? Et c'est ça, c'est vraiment ça. Alors il faut, on se rend compte que ces produits ont des effets, et ces perturbateurs endocriniens, regardez un peu les jeunes générations, et vous êtes une des générations malheureusement qui est soumise à ces perturbateurs, parce qu'on le voit très bien, hein, les règles plus précoces chez les femmes, l'obésité, la surcharge pondérale et l'obésité, qui sont bien sûr favorisées par ces perturbateurs. Donc il y a beaucoup d'indicateurs de santé publique, malheureusement. Alors, on ne peut pas mettre tout sous la responsabilité des perturbateurs endocriniens, mais c'est une réalité des jeunes générations, parce qu'on est soumis dans ces environnements-là. Ma génération, ou la génération de mes parents, étaient moins soumis à ces perturbateurs. Donc, ils n'ont pas développé ces problèmes que des générations plus jeunes développent. Donc, c'est aussi une réflexion un peu éthique de société. Qu'est-ce qu'on veut pour la santé de notre population? Parce que, est-ce qu'on peut se permettre d'être soumis à tous ces produits chimiques qui ont sans doute des avantages dans notre vie quotidienne, mais qui détruisent, entre guillemets, notre santé à moyen terme? Donc voilà, moi je serais pour une vision assez radicale des choses, c'est-à-dire que il faut limiter la production de ces produits chimiques néfastes pour notre santé. Et ça, il faut avoir le courage. Alors, est-ce que ça passe par des principes de précaution à un moment donné en disant il faut interdire telle ou telle substance, ou ça passe par, je dirais, une volonté politique plus macro, hein, au niveau fédéral, mais au niveau surtout européen, pour protéger les consommateurs. En tout cas, moi, en tant que médecin de santé publique, ça me révolte vraiment de savoir les effets sur notre santé et surtout la santé des plus jeunes de ces toxiques environnementaux. Merci beaucoup Yves, c'est très clair. On espère que les politiques seront ambitieuses là-dessus. Et merci en tout cas encore d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça avec nous. Merci à toi. Et pour tous ceux qui nous regardent. Merci.